m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue à ce 22e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Cette année, dans le cadre de la semaine sans diète, on avait envie d'aider les gens à se sentir moins coupables et à arrêter de penser que c'est de leur faute quand une diète marche pas. C'est d'ailleurs le slogan de la campagne, les diètes, ça marche pas. On veut prendre le temps de décortiquer toutes les croyances qui peuvent nous influencer pour pouvoir développer un regard plus critique par rapport aux fausses promesses de l'industrie de l'amaigrissement. Pour préparer la campagne, on a fait un sondage avec la firme Léger et je dirais que les résultats sont aussi intéressants que peut-être paradoxaux. Il y a 74% des répondants et répondantes qui ne croient pas que les diètes amaigrissantes permettent de maintenir une perte de poids à long terme. Donc, on sait que ça ne marche pas pour la majorité des gens. Mais pourtant, il y a 79% qui considèrent que les personnes ont tendance à se tenir responsables lorsque leur diète échoue. Donc, on sait que la plupart des gens pensent que c'est de leur faute. Et il y a 33% qui estiment que la reprise du poids après une diète est principalement attribuable à un manque de volonté personnelle. Ça ici, c'est une croyance qui est bien répandue. On va en parler plus tard d'ailleurs pour déconstruire cette croyance-là, mais on voit que c'est quand même plusieurs personnes qui pensent ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on sait que les diètes sont inefficaces, mais qu'on continue quand même de penser que c'est de notre faute si on reprend le poids perdu? Bien, il y a toutes sortes de croyances qu'on a internalisées, de biais cognitifs qui nous influencent souvent à notre insu, de stratégies de persuasion de l'industrie qui utilisent ces bons arguments pour nous vendre du rêve et en même temps vider notre porte-monnaie. Donc, on va discuter de tout ça avec nos deux invités aujourd'hui. Anthony Bertrand-Grenier, tu es physicien médical, doctorant en épistémologie et auteur du livre « Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique ». Oui, Salut, Anthony. allô. Et Stéphanie Côté, nutritionniste, conférencière et auteure. Bonjour Stéphanie. Salut. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Donc, avant de commencer, je pense que c'est important de rappeler que notre objectif, c'est de déculpabiliser les gens. Donc, on n'est pas ici pour blâmer les gens qui font des diètes non plus ou que les personnes se sentent mal. On sait que c'est difficile, on sait que la pression est forte, on sait que les arguments sont très convaincants. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de blâmer les gens qui suivent des diètes, mais d'amener la réflexion. Alors, Stéphanie, pourquoi la pression de la culture des diètes est aussi forte d'après toi? Parce qu'elle est là depuis longtemps à un niveau inconscient. Il y a une pression sociale à être mince, à associer la minceur à une valeur quelconque et à même l'associer au bonheur, carrément. Et je pense que ça, déjà, c'est comme induit, comme pensée collective que la minceur est associée à du succès. Fait que ça, c'est très, très fort. On le voit dans des films aussi, là, tu sais, que pour des héroïnes ou des héros qui doivent atteindre un certain poids, tu sais, dans Bridget Jones ou bien dans Le Diable s'habille en Prada, je veux dire, t'es meilleur quand t'as perdu du poids ou que tu corresponds à un certain idéal de beauté. Donc, c'est vraiment insidieux. Fait que ça, c'est une chose. Puis, il y a aussi que la culture des diètes va jouer beaucoup sur la culpabilité. Tu sais, tu l'as dit en introduction, on mise sur le sentiment qu'on devrait contrôler notre corps et que si on le fait pas, c'est parce qu'on est faible, qu'on n'est pas bon, qu'on n'a pas utilisé les bonnes méthodes. Donc, c'est vraiment un levier qui joue sur des émotions négatives et c'est très puissant dans les actions que ça nous fait prendre après parce qu'on veut être fort, on veut réussir, on veut ce succès. Donc, ça nous fait chercher des solutions et nous dire, ben oui, on devrait le contrôler notre poids. Fait qu'il y a ça. La culture des diètes va jouer aussi sur le cycle des régimes qui fait que un régime, ça fonctionne. Il y a tellement de régimes qui fonctionnent. À court terme, on perd du poids rapidement, mais après ça, c'est pas tenable comme rythme de vie et comme moyen de s'alimenter. Donc, on revient à des anciennes habitudes, on reprend du poids et là, on se tape sur la tête parce que ça n'a pas fonctionné. Fait que ça joue sur le psychologique. Fait que c'est toutes ces poignées-là que la culture des diètes a sur nous qui fait qu'au final, on le réalise peut-être pas, mais c'est pas nous le problème. C'est toutes ces pressions et ces manigances qui sont faites à nos dépens. Fait que c'est difficile de s'en sortir. Mais on va travailler des façons de changer un peu nos croyances pour s'aider justement à s'en sortir tranquillement au cours du balado. Donc, au-delà justement de cette pression-là d'atteindre un idéal, on a toutes sortes de biais cognitifs qui nous poussent à continuer d'essayer des diètes qui fonctionnent pas. Les biais cognitifs, on définit ça comme une distorsion dans le traitement d'une information susceptible de fausser le raisonnement et le jugement.
Anthony, si tu as des éléments à ajouter à ma définition, n'hésite pas. Puis si tu veux, tu pourrais nous partager justement différents exemples de biais cognitifs dont on est victime à notre insu puis qui font en sorte qu'on pense que finalement, c'est peut-être une bonne affaire de suivre une diète. Oui, absolument. Dans le fond, les biais cognitifs, c'est vraiment des raccourcis que notre cerveau prend pour justement prendre une décision ou quelque chose. Là, mais on a au-dessus de centaines de biais cognitifs. Là. Donc, juste par exemple, le biais de croyance, c'est on veut que la diète fonctionne, donc on y croit. Mais c'est pas parce qu'on y croit que nécessairement celle-là va fonctionner. Même si on croit que, bon, mon exemple simple, c'est que si on croit que 2 plus 2 donne 5, ça va donner 4 pareil. Là. Mais même si on croit à un produit, ça veut pas dire que le produit va fonctionner. C'est le produit lui-même qui doit nous aider à fonctionner, puis il faut qu'il soit prouvé. Mais même si nous, on y croit, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Le fameux, la volonté, là, où, tu sais, si tu y crois, ça va marcher. Ben non, si la diète est pas bonne, mais malheureusement, ça fonctionnera pas. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, ce que c'est on voit seulement les gens qui ont réussi et non ceux qui ont échoué. Ben, on croise quelqu'un à l'épicerie qui a dit qu'il a utilisé telle diète pour perdre du poids, puis on voit la personne, elle a vraiment l'air d'avoir perdu du poids. Ben, en fait, on croise la personne qui a réussi. Tous ceux qui n'ont pas réussi, ben, on les croisera pas, ou si on les croise, ils nous en parleront certainement pas. Donc, même s'il y en a 10 000 qui ont essayé puis il y en a 2-3 que pour eux, ils ont dit que ça a fonctionné, ben, les 9 995, eux autres, ça n'a pas fonctionné. Ils nous en parleront pas. Puis très souvent, quand ça fonctionne pas, on n'ose pas vraiment le dire aux autres pour dire que ça fonctionne pas. Là. On sera pas fiers de dire qu'on l'a essayé, et c'est un peu normal. Il y a quelque chose qui s'appelle, là, on a parlé un peu de ce que les publicités peuvent dire, là, mais par exemple, du cherry picking, ça, c'est aller chercher l'information qui confirme ce qu'on pense. Mais certaines compagnies vont faire ça pour promouvoir des diètes. Exemple, ils vont aller chercher les témoignages des gens pour qui ça a fonctionné. Puis ils vont mettre sous silence, si on peut dire, les témoignages des personnes que ça n'a pas fonctionné. Un peu comme... Dans le fond, c'est la sélection du biais du survivant, au final. C'est plus vendeur aussi. C'est sur les témoignages, sur les sites web, tout absolument, ça. Absolument. C'est ça qu'on veut mettre corrélation illusoire. Donc, ça, c'est dans le fond, c'est une fausse causalité, si on pourrait dire. C'est que si, admettons, on fait une diète et on perd du poids, on associe ça à la diète, alors qu'en fait, peut-être qu'on a changer nos habitudes de vie, on a changé de job, on marche plus pour aller au travail, on fait plus d'exercice, on a fait attention à autre chose. Donc, il peut y avoir plein d'autres facteurs qui expliquent notre perte de poids sans nécessairement que ce soit la diète. C'est un peu spécial, mais des fois, on va l'associer à ça, alors qu'on va changer plein d'autres habitudes de vie qu'on pensait pas vraiment, qu'on n'associera pas réellement là-dessus. Ça va avec le biais aussi, tu disais, quand on y croit, on veut que ça marche. On veut que ça marche. On veut que ça marche. Que c'est à cause de ça que ça marche. On est s'en prendre pour que ça fonctionne. Oui. Ah oui, absolument. Un autre, c'est les coûts irrécupérables. Lui, il est vraiment puissant. Dans le fond, là, ça, c'est quand on investit du temps ou de l'argent dans quelque chose qui fonctionne pas, on veut comme pas vraiment avouer qu'on a eu tort. Si jamais on écoute un film puis ça fait la moitié qu'on écoute, ben on va continuer d'écouter le film parce qu'on se dit je veux pas avoir perdu mon temps d'avoir écouté la moitié, je vais écouter l'autre moitié, puis ce billet-là est encore plus fort si on est au cinéma. Hey, j'ai payé mon billet, je reste ici. Mais la solution, c'est de partir. Ben, si on fait une diète puis qu'on se rend compte qu'elle fonctionne pas, on se dit peut-être j'ai pas assez essayé. Je vais essayer encore plus fort. Mais c'est ça, c'est qu'on a perdu 4, 5, 6 mois à essayer une diète et qu'elle fonctionne pas. On veut pas se dire qu'on a échoué. On va continuer justement parce qu'on ne veut pas se dire qu'on s'est fait avoir. C'est humain, là. Mais l'industrie de la minceur fonctionne sur ce principe-là de l'échec. Parce que si ça fonctionnait, il n'y en aurait pas. Ça se répéterait pas, ça se renouvellerait pas. Fait que c'est vraiment la base de cette industrie, c'est que ça ne fonctionne pas ultimement. Stéphanie, tu as parlé des gens qui sont beaux, belles ou qui, tu sais, mettons dans les films, quelque chose ils ont une taille svelte. Ben ça, on appelle ça l'effet de halo. Si quelqu'un qu'on trouve charismatique, beau, belle, qui est charmeur, ben on va y faire plus confiance, même si ce qu'il dit, c'est de la bullshit. C'est un peu bizarre, hein? Mais dans le fond, c'est qu'on nous présente des gens qui sont, disons, attirants physiquement, que je pourrais dire. Et justement, vu qu'ils sont attirants physiquement, on leur fait plus confiance parce qu'on se dit « Ah, ben je vais ressembler à lui si je fais cette diète-là. » Alors que ça n'a pas de lien du tout, malheureusement. Il peut y avoir plein d'autres facteurs qui expliquent pourquoi il est svelte. Ça peut être sa génétique, son environnement, c'est tout. Là. Mais dans le sens que on nous présente ça et nous, on va y faire confiance. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas une taille svelte, on va faire moins confiance que sa diète fonctionne. C'est ça l'effet de halo. C'est qu'on voit quelqu'un qui est beau, belle, ben on va y faire plus confiance. Puis ça, c'est vrai dans n'importe quelle sphère. Là. C'est pas juste les diètes. Là. Puis si j'en aurais un autre à mentionner, c'est l'effet de simple exposition. Plus on est exposé à quelque chose,
plus on va y faire confiance, même si on n'en a pas de preuves. Si on voit une publicité d'une diète, on va peut-être pas y faire confiance. Mais si on en voit 12, on va peut-être y faire confiance parce qu'on se dit « Ouais, je l'ai vu une couple de fois, là, je vais l'essayer. » Et le fait de l'avoir répété, justement, ça fait qu'on y fait plus confiance. Puis, en fait, notre cerveau est programmé comme ça. Je veux dire, dès qu'on est bébé, on remarque des visages, puis on fait confiance au visage humain, on voit notre maman, notre papa, et le fait qu'on a des choses répétées et qu'on puisse leur faire confiance, ben ça fait justement que toutes les choses qu'on voit en continu, on va leur faire C'est la familiarité. C'est la familiarité, tout simplement. Là. Donc, c'est un peu ça. Si j'avais à nommer une coupe de billets, là, je dirais ceux-là là, sont pas mal... Il y en a quelques centaines, là, mais... Oui, c'est des bons que tu as ciblés. Ouais. Puis dans le fond, avec l'effet d'exposition aussi, moi, ça me fait penser, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a certaines périodes de l'année aussi où est-ce que les pubs de diète sont encore un petit peu plus présentes, le printemps, après les fêtes, tout ça. Puis dès qu'on se met à les regarder, ben là, l'algorithme fait aussi en sorte qu'on en voit de plus en plus. Fait que c'est comme si ça entretient encore plus cet effet-là à cause de la nature même des réseaux sociaux. Là. Donc, des fois, de prendre conscience des différents biais qui nous influencent, ben ça permet au moins de s'en rendre compte un peu. Tu sais, là, j'ai l'impression que j'y crois, mais c'est parce que j'en vois de plus en plus. Puis on vit tellement dans une culture où les diètes sont présentes depuis des décennies qu'on en voit partout. Notre entourage a fait des diètes. On a entendu, tu sais, de nombreux régimes. Là, il l'aurait fait aussi. Fait que c'est comme si c'est normalisé. Donc, ça peut faire en sorte justement qu'on y croit. Là. Puis je pense qu'il y a une croyance qui est profondément ancrée qu'on doit déconstruire aussi. On en a parlé tantôt dans l'introduction. C'est que les gens pensent que c'est facile de contrôler son poids, puis que justement, si ça marche pas, si tu reprends le poids perdu ou si tu réussis pas à maigrir, ben c'est parce que c'est de ta faute, c'est parce que tu as manqué de volonté. Je pense que c'est probablement la croyance qui sert le plus à la culture des diètes parce que justement, les gens vont pas jamais remettre en question l'efficacité du produit, ils vont douter de leur volonté, ils vont réessayer d'autres méthodes aussi. Stéphanie, qu'est-ce que la science nous dit là-dessus, dans le fond? Mais que c'est pas mal plus compliqué que ça. Puis le poids, c'est pas juste une affaire de calories qui rentrent et calories qui sortent. Il y a tellement d'autres facteurs qui expliquent le poids qu'on a, des facteurs qui sont biologiques, génétiques, environnementaux, qui ont rapport avec notre santé, avec les médicaments qu'on prend peut-être. Fait que tout ça, on ne le contrôle pas. Donc, oui, en partie, on peut contrôler nos habitudes de vie. Puis la science montre que, oui, il y a un grand aspect génétique au poids, mais que nos habitudes, on peut jouer avec cette génétique-là, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que c'est pas mathématique. C'est ça qu'on a tendance à penser, que c'est aussi facile que de calculer les calories, mais on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte et il y a un aspect tellement fort de notre corps humain qui est de résister à la perte de poids. Notre corps veut pas perdre du poids. C'est une menace de perdre du poids, de manquer de carburant et notre corps va résister à ça. Puis tant mieux, je veux dire, on est là aujourd'hui pour s'en parler parce que l'évolution humaine a fait que notre corps résistait à cette perte de poids-là dans des situations de famine, par exemple. Mais quand on est au régime, quand on baisse drastiquement nos apports alimentaires, notre corps fait « Oups, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus le carburant, j'ai plus la nourriture que je suis supposée avoir. Qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer la vitesse à laquelle je vais brûler les calories. » C'est comme notre téléphone, quand il est à veille de manquer de batterie, il se met en mode économie d'énergie. Il y a plein d'applications qui sont mises en veille parce qu'il faut se concentrer sur les fonctions vitales. Mais notre corps, il va faire la même chose. Si on manque d'énergie, donc si on n'est pas branché, ben notre corps va juste diminuer la vitesse à laquelle il brûle les calories. Fait qu'il va se mettre en une espèce de veille. Fait que notre corps, lui, quand il manque d'énergie, ben son réflexe, c'est de rechercher cette énergie-là. Fait que notre corps, on va ressentir davantage la faim. Notre satiété va être diminuée. Ça veut dire que d'habitude, je mange quelque chose puis je suis rassasiée, mais là, je ne le serai peut-être pas parce que mon corps est en train de suspecter qu'il n'y aura pas assez de nourriture. Fait qu'il m'envoie des signaux pour en avoir davantage. Fait que, tu sais, tout change, nos hormones, notre métabolisme. Fait que c'est pour ça que je dis c'est pas mathématique, c'est biologique. Et quand on réfléchit à tout ça, ben je pense que c'est des informations de plus pour moins se sentir coupable aussi, de se dire c'est tellement contre nature ce que j'essaie d'imposer à mon corps qui se révolte. Fait que est-ce que je devrais travailler davantage avec mon corps? Puis c'est ça, il donne un petit peu plus d'amour et de compassion. Oui, vraiment, c'est bien amené. Puis l'idée aussi de comment notre corps a été construit, mais j'avais assisté à une conférence à un moment donné où quelqu'un expliquait justement que dans le temps, les hommes des cavernes et compagnie, tu sais, ceux qui étaient capables justement de mieux stocker l'énergie et tout ça, ben c'est eux qui survivaient. Tu sais, c'est comme si à cette époque-là, c'était super valorisé, puis c'est ça qui a amené justement à ce qu'on vit ici. Puis là, à l'inverse, tu sais, maintenant, on trouve que c'est pas correct, puis c'est les personnes justement qui stockent
plus facilement l'énergie, tu sais, qui sont plus jugés ou qu'on pense qu'ils sont qui ont moins de volonté, alors que dans le fond, tu sais. Puis tu sais, en plus, quand on fait un régime, souvent, malheureusement, ça ouvre la porte sur un cycle de régime. Oui. Parce que de perdre du poids puis d'affecter notre métabolisme lors de ce régime-là, mais notre métabolisme remonte pas tout de suite après la fin du régime. On reprend pas nos dépenses énergétiques comme au début. Fait que notre corps résiste un petit peu plus longtemps. Fait qu'on a l'impression que quand on perd du poids, après ça, on en reprend. Souvent, on va en reprendre plus. Et là, on arrive à un stade où on veut recommencer à perdre du poids. Fait que ce cycle des régimes-là est sans fin parce que la perte de poids est toujours plus difficile, mais le gain de poids va toujours être plus important. Fait que commencer un régime, là, c'est mettre le doigt dans l'engrenage pour peut-être un cycle de régime qui va affecter notre santé psychologique, physique aussi, puis notre estime de nous. Donc, si on peut, là, on touche pas à ça. Là. Je pense que ça, on le dit pas assez. Le fait que commencer à vouloir perdre du poids, peut-être que ça va même nous amener à en gagner. Puis, souvent, les gens, il y a la saison du maillot de bain qui arrive, on veut perdre un petit 5 livres pour être mieux dans notre peau, dans certains vêtements, peu importe, alors qu'il y a vraiment aucune problématique de santé ou de problème associé au poids non plus. C'est vraiment plus pour correspondre à des idéaux qui sont difficiles à atteindre déjà. Fait que des fois, juste de se remettre dans la tête que de commencer, c'est de peut-être jamais arrêter. Ça peut être un bon penser du bien, même si c'est pas si facile à faire nécessairement. Maintenant qu'on comprend mieux pourquoi on a tendance à vouloir croire aux arguments de l'industrie de l'amaigrissement, on va prendre le temps de décortiquer quelques-unes des nombreuses stratégies qu'elle utilise pour vendre ses produits et aussi, n'oublions pas, être très lucrative parce que c'est ça le but de l'industrie. C'est pas de nous rendre en meilleure santé, c'est pas de nous rendre plus heureux ou heureuses, c'est vraiment de faire de l'argent avec des produits finalement qui fonctionnent pas et faire en sorte que les gens vont en racheter année après année. Quand on préparait le balado, Anthony, tu as vu une publicité sur Facebook de régime qui était parfaite, qui reprenait l'ensemble de toutes les stratégies en une seule pub presque que l'industrie utilise. Puis je nomme juste quelques petits exemples, puis après ça permettra peut-être qu'on fasse le lien avec les autres éléments dont tu vas parler. Mais c'est une belle publicité, là, c'est un couple, ils ont l'air bien, ils sont dans le petit soleil, puis là, c'est écrit « La perte de poids scientifique, enfin une méthode durable, preuve scientifique, entre parenthèses, non tendance, sans privation, bien-être, résultats durables enfin, puis c'est offert par un docteur en médecine expérimentale. Donc tout ça là, ça peut avoir l'air vraiment crédible, tu sais, programme pour maigrir intelligemment en spécialiste de métabolisme et de l'entraînement. Donc c'est tous des mots-clés, tu sais, qui ont l'air scientifiques, qui ont l'air crédibles. Ça nous dit finalement que c'est pas de la privation parce qu'on le sait que la privation c'est pas efficace à long terme, tout ça. Fait qu'on a envie d'y croire, mais dans le fond, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, la totalité des éléments là-dedans qui sont problématiques. C'est justement toutes sortes d'arguments que l'industrie utilise que tu appelles dans ton livre des arguments fallacieux. Oui, donc, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est puis nous en parler avec des exemples? Un argument fallacieux, c'est un argument qui semble bien convaincant, valide, alors qu'en fait, justement, il est invalide ou il est même faux. Mais pour nous, on a vraiment l'impression que c'est convaincant. Là, ce que je vois beaucoup dans cette pub-là, c'est un argument d'autorité, c'est celui qui est le plus utilisé, je dirais. Ceci est scientifique. Tu sais, le terme scientifique, c'est un peu bizarre parce que moi, à chaque fois que je vois une pub qui est écrit scientifique, là, c'est un peu dommage, mais c'est pas crédible parce qu'un astrophysicien n'a pas besoin de dire que ce qu'il fait, c'est scientifique. Donc, le fait que je vois une pub qui met le terme scientifique, c'est comme dire, ouais, c'est parce qu'il était peut-être pas sûr. Fait que là, ils ont mis scientifique ou mettons docteur en médecine expérimentale. Là. Mais dans le fond, c'est même si c'est un docteur, un chercheur ou un scientifique ou n'importe quoi, ou approuvé par l'Institut de cardiologie de telle affaire ou même approuvé dans des universités, c'est pas parce que c'est approuvé comme ça que c'est vrai. Quelles sont les preuves qu'ils amènent réellement? C'est quoi les vraies études qui ont été faites? L'argument d'autorité, dans le fond, c'est prendre une autorité, un titre, une reconnaissance quelconque pour appuyer un produit ou une affirmation. Coach en nutrition. Oui. C'est pas quelqu'un qui est nutritionniste. Parce que s'il était vraiment nutritionniste, il dirait qu'il est, il est nutritionniste. Oui. Mais quelqu'un qui est coach en nutrition, dans le fond, c'est quelqu'un qui n'a pas le diplôme de nutritionniste, mais absolument. Il se donne de la crédibilité en faisant une autorité pour dire, regardez ce que je dis, ça a de l'allure. Mais coach en nutrition, ça ne veut absolument rien dire. Non, ça ne veut absolument rien dire. Non, mais vas-y, il y a 2 titres qui sont protégés au Québec pour les nutritionnistes. C'est nutritionniste et diététiste. OK. Donc, quand c'est
coach en nutrition ou expert en nutrition ou autre superlatif autour de la nutrition. Enfumage comme ça. Ce n'est pas digne de la profession, qui est protégée, pour protéger le public, dans le fond, que ces titres-là sont protégés. C'est pour s'assurer qu'on a affaire à des vrais experts. Bon, ben super. Puis quand on voit des pseudo-experts qui se disent, professionnels de la nutrition, on peut appeler l'Ordre professionnel des nutritionnistes pour dire, est-ce que c'est normal que je vois ça? Je ne crois pas. Puis là, il y a une enquête qui peut s'ouvrir de la part de l'Ordre professionnel pour s'assurer qu'il n'y a pas de pratiques qui mettent le public en danger. Donc, ça, des fois, il faut le mentionner à l'Ordre parce que l'Ordre n'a pas le devoir de tout regarder ce qui se passe. Ben, il ne sera pas capable. Mais évidemment, il y en aurait beaucoup. Il y en aurait trop. Mais l'Ordre est entre autres là pour s'assurer que ce sont les vrais experts qui pratiquent le métier de la nutrition. Ah, ben super. Ben, en fait, pourquoi j'avais mentionné ça, c'est aussi parce qu'on se rappelle, il y a quelques décennies, je veux dire, il y a des chercheurs et des scientifiques qui ont été payés par l'industrie du tabac pour dire que la cigarette, c'était bon pour la santé. Là. On s'entend que c'est ça. Là, ça aussi, là, notre ordre professionnel nous interdit de faire quelques déclarations fausses ou trompeuses ou qui mettent le public en danger. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. Oui, je tapé sur les doigts si on faisait ça. Donc, non, on est protégé. Le public est protégé. Super. Bon, excellent. Ils ne peuvent pas intervenir sur tout, mais ce qu'ils voient, ils vont. Ils réagissent. Il faut que ça soit dénoncé. Donc, c'est un peu notre rôle aussi. Si on voit passer des choses, de le dire à l'ordre ou de le dénoncer. Puis même chose, tantôt, on a parlé des arguments des diètes puis qu'on n'a jamais tendance à les remettre en question, mais sur un site qui s'appelle Apparence trompeuse, il y a un formulaire où est-ce qu'on peut dénoncer des diètes qui fonctionnent pas aussi, puis il y a déjà eu certaines poursuites, certains gains comme ça. C'est sûr que l'industrie paye pas une fortune par rapport à tous les revenus qu'ils font, mais déjà, tu sais, c'est une petite comme un précédent qui montre que finalement, ils ont tort, puis ils doivent un peu essayer. Oui, exactement. Super. Mais c'est pas facile de détecter ce qui est trompeur parce que dans l'exemple que tu viens de donner, tout est là pour être rassurant, puis même faire tomber des drapeaux rouges. Tu sais, quand on suggère aux gens de se fier aux experts, quand on leur dit, il faut pas qu'une diète soit court terme, il faut que votre alimentation, ça soit sur le long terme, il faut que ce soit des habitudes de vie qui vous restent. Mais ce sont tous ces éléments-là qui sont repris dans une publicité. Fait que là, mon radar, il est étourdi, là. Il sait plus quoi croire, puis je peux avoir l'impression que oui, ça a du bon sens pour une fois, alors que comme tu dis, c'est fallacieux, plus. Ouais. Oui, donc, j'étais rendu à l'appel à la nature. Moi, je le vois beaucoup, les produits naturels, diète naturelle. Quand c'est naturel, c'est meilleur, c'est plus sécuritaire. Mais en fait, moi, j'aime bien dire la joke, se faire attaquer par un grizzly, c'est 100% naturel. Donc, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sécuritaire. L'arsenic, c'est sécuritaire. Oui, c'est naturel, ça. Hein, oui. Mais en fait, c'est que les compagnies ont compris que quand ils mettent un produit ou une diète qui n'est pas écrit naturel versus un autre qui est écrit que c'est naturel, ils vont le vendre plus s'il est écrit que c'est naturel, alors que c'est naturel, ça veut absolument rien dire. Ça n'a pas d'argument supplémentaire à dire. Un autre appel à la nouveauté, on en a parlé un peu tantôt, telle nouvelle diète, là, parce que justement, il se renouvelle à chaque année, donc le fait que ce soit nouveau, ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais ça vient chercher le petit aspect que cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher, exactement. Je l'appelle à l'exotisme. Tu sais, par exemple, une diète qui vient du Japon, les Japonais sont minces, donc cette diète va vous rendre mince. C'est du n'importe quoi. C'est pas parce que ça vient d'ailleurs que c'est nécessairement bon. Ou des fois, un petit fruit originaire de quelque chose. Dans une diète détox, ça sonne exact, ça vient d'Allemagne, donc telle chose, puis ou en Amérique du Sud. Appel à la popularité, étant donné que des milliers de personnes l'ont utilisé, ça fonctionne. Ce qui est drôle, c'est que les arguments fallacieux, des fois, on peut les retourner contre la personne, puis ça rend pas sans s'en rendre compte, mais par exemple, il y a des milliers de personnes qui l'ont utilisé et qui a fonctionné, donc ça marche. S'il y a des milliers de personnes qui l'ont utilisé, ça veut-tu dire qu'il y a des millions de personnes qui l'ont pas utilisé et que ça marche pas? Tu sais, il y a des façons de dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde, même si 100% des gens croyaient que la Terre était plate, elle resterait ronde. Donc, c'est pas parce que nécessairement des gens l'ont utilisé qu'on a parlé un peu des biais cognitifs tantôt, là, si les gens changent leur habitude de vie, puis le biais du survivant, là, s'il y a 10 000 personnes qui l'utilisent, puis il y en a 20 qui perdent du poids, on va mettre les 20 devant nous, là, donc, et non les 9 000 que ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi l'appel à la tradition. Il y a des diètes qui disent « Ah, c'est utilisé depuis longtemps et ça a toujours fonctionné », même si finalement, quand on cherche, ça n'a pas été tant utilisé ou ça n'a pas nécessairement fonctionné. On a parlé un peu de l'enfumage là, avec des phrases scientifiques ou quoi que ce soit. Là. À date, j'ai pas vu le mot quantique, là, mais moi, il me tape ses nerfs là, quand c'est utilisé. Là. Bon, j'ai vu de la crème quantique pour rajeunir. Là. J'ai pas vu de diète quantique encore, là, mais je pense que ça s'en vient. Là. J'ai l'impression 2027, là, la diète quantique, là, je pense qu'à un moment donné, ça va... moi, je prédis d'ici 15 ans, on devrait voir ça. Là, puis il n'y a pas d'ordre professionnel quantique. Donc, on peut pas... Ça ouvre
la porte. Ça ouvre la porte, ça ouvre la porte. Il y a l'anecdote personnelle aussi, si on croise quelqu'un, j'avais mentionné de billet du survivant, mais la personne qui nous dit « ça marche pour moi », mais en fait, on ne sait pas si c'est vraiment la diète qui a fonctionné, comme je mentionnais, que la personne a peu changé ses habitudes de vie, puis que justement, Stéphanie mentionnait, ben, après 6 mois, 1 an, 2 ans, on reprend le poids. Tu sais, peut-être qu'on l'a croisé dans les 2-3 mois qu'elle a changé. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on a l'impression que ça marche, mais elle vient de commencer ou quoi que ce soit. Donc, il y a tous ces arguments fallacieux-là, cette persuasion-là, c'est l'industrie qui nous le pousse, qui nous l'amène, qui nous l'enfonce dans la gorge, si on peut dire. Puis nous, on y croit, surtout quand il y a plein d'arguments, il y a plein de choses, du cherry picking. On voit plein de témoignages, puis finalement, on l'essaye. Puis en plus, c'est que c'est à long terme. C'est pas après 24 heures qu'on s'en rend compte, c'est après 6 mois, 1 an. C'est pire, ça n'a pas de sens. Puis c'est pour ça qu'on revient avec une nouvelle diète. Celle-là, elle fonctionne mieux que celle d'avant. Oui, mais celle d'avant ne fonctionnait pas. Donc, c'est toute cette industrie-là qui vont se mettre sur des arguments fallacieux. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas de bons arguments. Ils n'ont pas des preuves tangibles qui ont vraiment été faites en sciences sur des études, sur des gens qui ont fait la diète versus groupe contrôle qui n'ont pas fait la diète ou un comparatif avec une autre diète qui a pas rapport nécessairement pour vraiment vérifier qu'à long terme, cette diète-là fonctionne réellement. Et dans le fond, vu qu'ils n'ont pas de bons arguments, ben, ils vont se retourner vers des arguments fallacieux. Ouais. C'est un peu ça. Puis l'industrie a tendance à s'adapter aussi. Les messages qu'on entend maintenant, ce ne sont pas ceux qu'on entendait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu sais, il y a quelques années, on parlait beaucoup de perte de poids rapide, de calcul des calories. On était sur ces messages-là. Et là, présentement, on est plus sur des messages de mode de vie sain, équilibre, prendre soin de soi. Mais au final, c'est les mêmes affaires qui sont dans le panier. On reste sur des règles alimentaires, sur des promesses de transformation, sur toujours un peu le contrôle du poids en toile de fond. Donc, l'emballage change, mais la mécanique reste la même, le contenu reste le même. Donc, c'est pour ça que c'est ça. Il y en a toujours, mais ils se déguisent autrement. J'aurais quelque chose à ajouter. En fait, c'est que l'industrie qui fait des arguments fallacieux, pourquoi ils le font, c'est que ça marche. Ça fonctionne vraiment. Et j'ai parlé du billet du survivant. Ben, en fait, toutes les compagnies qui font ça, c'est des survivants. C'est-à-dire que les compagnies qui ne fonctionnent pas, qui tentent d'avoir de meilleurs arguments, ben, les gens, ils vont pas vers ceux-là. Donc, les compagnies font faillite. Mais les compagnies qui restent, c'est celles qui ont réussi à vendre, c'est celles qui ont réussi à faire du profit. Et comment ils font le profit? Ben, ils tentent d'optimiser le plus possible leur message pour qu'il y ait le plus de gens qui viennent vers eux. Et en optimisant ça, ben, le fait d'utiliser des arguments fallacieux, des appels à l'autorité recommandés par tel docteur, recommandés par tel médecin, par tel scientifique, ben, ça fait qu'il y a des gens qui vont mordre à l'hameçon. Surtout que on peut tous être vulnérables. C'est pas parce que même moi, je suis bien victime de tous ces biais cognitifs-là. C'est pas parce que je les connais que je peux tous les déjouer. Là. Mais surtout quand on est vraiment désespéré, puis on se dit, ben là, j'ai plus rien à perdre. Mais en fait, si on essaie une diète, on va quand même perdre de l'argent ou du temps, là, ce qui est un peu dommage, malheureusement. Là. Donc, d'où le pourquoi de faire le balado. Puis il ne faut pas se blâmer encore une fois. Non, puis, c'est ça. On perd aussi, des fois, on le réalise pas nécessairement toujours, mais on perd aussi toute la relation qu'on a qui aurait pu être positive avec la nourriture, avec l'activité physique, avec le corps. Tu sais, on dirait qu'on en parle moins de ces éléments-là aussi, mais le fait de suivre des règles, ben c'est sûr que ça va amener à se sentir coupable de manger les aliments qu'on s'interdit. Ça va amener les aliments qui sont comme permis, le céleri, la salade ou les choses à volonté dans les diètes, ben c'est comme plate un peu, puis ça nous tente moins de les manger. Donc, ça dérègle un peu aussi toute la relation qu'on a avec la nourriture, le plaisir. Si on se sent coupable d'aller au restaurant avec des amis, qu'on pense qu'on va tricher ou qu'on se sent donc mal d'avoir manqué notre activité physique parce que là, ce soir, on va aller manger un dessert, tu sais. Ça prend tellement d'espace mental aussi, puis ça, on en parle peut-être un peu moins. On commence à le savoir aussi de plus en plus. Probablement que dans quelques années, là, les diètes vont dire une diète bonne pour la santé mentale, qui vous empêche pas de vivre votre vie, tu sais, c'est ça, les arguments changent. Ils vont s'adapter, le discours va s'adapter, ça va être les billets du survivant. L'industrie va s'adapter au changement. Oui, mais c'est tellement vrai ce que tu dis parce que les questions sur le poids et l'alimentation, quand ça amène des préoccupations, ben parfois ça tend vers l'obsession, tu sais, les idées obsédantes autour de ça. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux pas manger? Dans quelle quantité? À quelle heure? Non, c'est pas maintenant le temps. Ça occupe tellement l'esprit et les pensées que ça en devient difficile de se concentrer des fois sur le travail ou sur
avoir du fun avec notre entourage, avec les enfants, avec les amis, parce que c'est toujours en toile de fond, ces questions-là. Fait que, comme tu dis, on dirait que ça gâche la vie. Rien, tu sais. Mais ça prend beaucoup d'espace mental. Là. Oui. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a tellement de promesses, tu sais, de si t'es mince, tu vas mieux réussir. Il y a tellement de préjugés à l'égard du poids. Tu sais, le contexte de pression est tellement fort que j'ai l'impression que des fois, on se dit, entre vivre toute cette pression-là puis pas correspondre aux normes ou érafler ma relation avec la nourriture puis avoir une charge mentale importante parce que j'y pense toujours, ça a l'air peut-être moins pire que finalement subir, tu sais, tout le poids des préjugés et tout ça. Fait que c'est aussi d'essayer de travailler, je pense, sur les deux volets, là, essayer de se détacher de cette pression-là puis de comprendre que c'est pas accessible à tout le monde, les corps qui nous sont présentés, puis c'est accessible à une minorité finalement, tu sais, sans faire de gros efforts. Puis justement, comme t'expliquais tout à l'heure, il y a la génétique, il y a tellement de facteurs qui influencent notre poids. Puis c'est quelque chose de gros à combattre. Fait que finalement, on est peut-être mieux d'essayer tranquillement de transitionner vers une acceptation ou des éléments. Là, on va en reparler tantôt, je pense aussi avec toi, Stéphanie. Mais d'essayer de faire des fois un certain deuil aussi de ça, même si c'est pas facile, pour essayer d'être plus en paix tout en n'enrichissant pas une industrie puis en n'encourageant pas aussi justement les meilleures compagnies à rester en vie puis à continuer de vendre leurs produits, là. Fait que même si on peut avoir l'impression justement qu'on est peut-être devant un combat qui est pas facile à gagner, c'est pas complètement faux, mais on peut quand même développer justement notre pensée critique. Je pense que juste là, ce qu'on s'est dit, ça nous allume déjà des petites lumières pour essayer de se faire un petit peu moins avoir par les arguments de l'industrie. Donc, j'aimerais ça vous donner des exemples qui sont issus de la culture des diètes, puis vous me dites qu'est-ce qu'on peut se dire dans notre tête, en nous-mêmes, pour essayer de développer notre esprit critique puis de moins se laisser influencer. Donc, un cas classique, quelqu'un dans notre famille nous dit qu'elle a perdu 20 livres avec la nouvelle diète à la mode. On peut en parler beaucoup, mais en fait, c'est une anecdote personnelle. Là. C'est une personne qui nous dit ça. Ça peut être un billet de survivant. Ça fait combien de temps que cette personne-là a fait la diète? Est-ce que ça fait juste depuis 3 mois, depuis 6 mois? Est-ce que ça fait depuis 10 ans? On peut lui poser des questions. Est-ce qu'elle a changé certaines autres habitudes de vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, ça reste un témoignage. Une histoire, c'est pas une preuve. Une histoire n'est pas une preuve. Non, exact. Une rumeur ou un témoignage n'est malheureusement pas une preuve. Il y aurait beaucoup à dire, mais je pense que j'en ai dit beaucoup avec les arguments fallacieux, donc on peut se référer à ce qu'on a dit avant. Mais oui, ça reste une anecdote qui n'est malheureusement pas une preuve. C'est triste parce qu'on veut y croire. Là. On se rappelle du billet de croyance. On veut que la personne, elle nous dit qu'elle l'a utilisé puis que ça a fonctionné pour elle. Je vais l'utiliser pour moi puis ça va fonctionner pour moi. Non, c'est pas parce que quelqu'un qui est milliardaire qui dit qu'il a travaillé fort, tu as juste à travailler fort, tu vas devenir milliardaire. Donc, c'est le billet de survivant. Très peu vont réussir. Donc, oui, c'est de se questionner, dans le fond. Oui, j'ai un témoignage qui se valide devant moi, mais combien de personnes pourraient me répéter ce témoignage-là? Voilà. Déjà, juste avec cette réponse-là, en fait, avec cette question-là, on a notre réponse. Comme on dit tantôt aussi, depuis combien de temps la personne a terminé son régime, parce qu'on sait que ça peut fonctionner à court terme, mais souvent, les gens reprennent le poids perdu. Tout à fait. Puis même 2 personnes qui mangeraient exactement la même chose ou qui auraient la même pratique d'activité physique pourraient avoir des silhouettes vraiment différentes aussi, justement, par rapport à tous les facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle, notre génétique. Donc, même si c'est avec la bonne volonté que la personne de notre famille nous dit ça, il faut quand même en prendre puis en laisser par rapport à nous-mêmes aussi. Un supplément de perte de poids qui se dit naturel, qui est testé en laboratoire et recommandé par un docteur en médecine expérimentale, par exemple. Déjà, le naturel, ça veut pas dire que c'est efficace ni sécuritaire, ça on l'a bien expliqué. Puis tester sur qui, sur quoi, sur combien de personnes ou de spécimens de souris ou d'éprouvettes de laboratoire. Donc, ces tests-là, c'est des mots pour... de l'enfumage. De l'enfumage, oui, voilà, merci, c'est clair comme ça. Donc, vraiment juste pour nous faire zapper sur les doutes qu'on pourrait avoir face à quelque chose. Mais je pense qu'en se posant les questions, puis aussi, même si parfois, c'est des preuves scientifiques, puis c'est un docteur, il n'y a pas longtemps, des fois, je regarde un peu les réseaux sociaux, puis il y a un docteur, entre autres aux États-Unis, qui parle beaucoup d'aliments. Puis, Caroline, on remet en question ces conseils et ces informations parce que c'est vraiment à côté de la science. Mais quand on regarde, puis il s'affiche comme docteur, donc ça donne une autorité. Mais quand on va voir sa biographie, puis d'autres, sa page Wikipédia, parce qu'il y a aussi une page Wikipédia, j'ai réalisé que son doctorat, il est docteur, mais c'est en
c'était quoi donc? C'était en psychiatrie ou en cardiologie ou en médecine, je ne sais pas quoi, mais qui n'avait aucun rapport avec l'alimentation. Exact. Mais vu qu'il avait le titre de docteur, il pourrait être docteur en mécanique, puis on y accorderait quand même une confiance. Donc ça, je pense que c'est important de se dire, avant de faire confiance à quelqu'un, il se dit expert, mais l'est-il expert? Ouais. Puis tu sais, en alimentation, c'est pas parce qu'on mange 3 fois par jour qu'on est expert. Ça, là, on dirait qu'il faut se le répéter. On n'acquiert pas une expertise en nutrition parce qu'on mange. C'est pas parce qu'on a un cœur qu'on est cardiologue. C'est pas parce que je me brosse les dents que je suis dentiste. Exact. Donc, ça, c'est important, je pense, pour pouvoir développer notre pensée critique, d'aller fouiller un peu. C'est pas difficile. Ils sont faciles à trouver, ces informations-là. Se supposer expert, est expert en quoi? A-t-il vraiment, tu sais, les fondations et les diplômes pour parler de ce dont il parle? Et ça, des fois, ça nous fait zapper. Des fois, il y en a qui vont faire du cherry picking pour présenter l'expert. Ouais. Je me rappelle très bien d'avoir vu quelqu'un on l'a présenté comme conférencier. Il allait parler de médecine et on l'a présenté comme étant un chargé de cours à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Puis ce qu'il disait, je trouvais ça bizarre, très honnêtement. Ouais. J'ai juste été voir, ben oui, il est chargé de cours à la faculté de médecine, mais il enseigne les mathématiques. Oh! Donc, ils ont fait du cherry picking, on va le présenter comme ça, donc ça va donner du crédit à ce qu'il dit, alors que ce n'est pas son expertise. Le mot testé en laboratoire, moi, la question que je poserais, c'est OK, mais ça a été testé, c'est quoi les résultats? Ça a-tu marché ou ça n'a pas marché? Parce que je me rappelle d'avoir vu ça, j'étais dans une boutique à Montréal, puis ça a été... On a fait des études. C'est parfait. Est-ce que je peux voir l'étude? Oui, ils me montrent l'étude. C'était pas une étude, c'était un sondage. Ils ont juste demandé à des gens est-ce que ça a fonctionné ou non. Puis en fait, c'est simple, c'est que la grande majorité ont dit que ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que le produit qu'eux vendaient, ben, c'est seulement les gens pour qui ça a fonctionné qui ont retourné voir cette boutique-là pour acheter les produits. Ceux pour qui ça n'a pas fonctionné, ils sont pas retournés. Donc, ils ont fait un propre sondage eux-mêmes. Donc, c'est pas une étude, c'est pas publié dans un article, c'est pas publié dans un journal scientifique. Fait que le mot « testé » en laboratoire, puis justement, le cherry picking de comment on présente un expert, là, ça, c'est l'exemple de faculté de médecine, là, puis c'était finalement un mathématicien, là, ça me restait dans la tête. Vraiment pertinent. Quelqu'un maintenant qui nous propose un plan alimentaire pour maigrir en 21 jours de recettes. Oh, tabarouette! Oui, qu'est-ce qui se passe au jour 22? Oh, pelay. Ça, c'est, oui, aussi une technique de persuasion. Probablement qu'il va même nous offrir un rabais sur sa formation de diète quelconque et nous dire si vous faites ma formation, ça va vous coûter seulement 200 $ au lieu de 850 là. Mais c'est ça, c'est des appâts du gain rapide. On nous force à dire fait que là, nous, on se dit, ben là, si ça veut dire que ça fonctionne en 21 jours, ben dans le pire des cas, je vais avoir perdu 21 jours. Mais non, tu vas avoir aussi perdu de l'argent, tu vas avoir perdu autre chose. Fait que c'est mieux de vérifier si ça fonctionne vraiment que juste te dire que ça va fonctionner en 21 une diète en 21 jours. Puis je pense que déjà, les questions qu'on peut se poser avant d'embarquer là, dans un projet comme celui-là, déjà, c'est ce plan qui m'est proposé. Est-ce que c'est un one size fits all? Est-ce qu'il est personnalisé? Est-ce qu'il tient compte de mes préférences, de ma réalité? Est-ce que je peux vraiment manger comme ça longtemps, là, plus que le 21 jours? Souvent, la réponse va être non. Si je vais voir une nutritionniste pour parler d'alimentation puis améliorer mes habitudes de vie, bien, les premières questions, ça va être mais qu'est-ce que tu manges déjà? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble? Ça sera pas quelque chose, un programme qui va être imposé, qui pourrait fonctionner pour tout le monde, supposément. Donc ça, déjà, je pense que de se poser ces questions-là, ça amène notre esprit critique à nous dire, OK, bon, mais si c'est supposé être si facile, peut-être un programme universel, peut-être que ça marchera pas. Quand c'est trop beau pour être vrai. Une personne sincère, gentille sur les réseaux sociaux qui nous partage son expérience de perte de poids et qui nous encourage à faire comme elle. Oui, c'est l'effet de halo, en fait. C'est vraiment, on voit la personne qui... J'avais dit beauté ou charmeur, mais ça fonctionne si quelqu'un est gentil, ça fonctionne. Quelqu'un qui est gentil, on va y faire vraiment plus confiance. Tu sais, on se dit, mais la personne est sincère. Là, je vais dire quelque chose d'un peu spécial, là, mais quelqu'un qui a une mauvaise intention va pas nous montrer qu'il a une mauvaise intention.
ils vont nous montrer qu'ils ont une bonne intention. Donc, il faut quand même faire attention là-dessus, mais même quelqu'un qui a une bonne intention, on a parlé des biais cognitifs, ben, ils peuvent faire une erreur, je peux faire une erreur, on peut tous faire des erreurs. Donc, oui, il y a des gens qui vont nous partager ce témoignage-là, qui peut être sincère, qui peut être totalement vrai, en fait, que la personne a vraiment utilisé une diète puis qu'elle aurait vraiment perdu du poids. Faire attention de ne pas faire une corrélation illusoire, là, mais dans le sens que c'est très possible, mais justement, quelles sont les preuves qu'elle amène? Tout ce qu'elle amène, c'est son témoignage. C'est ça, la sincérité, la gentillesse, ça ne garantit pas la validité. Exact. Ça ne devient pas une preuve non plus. Puis même s'il n'y a pas de mauvaise intention de l'autre côté, c'est pas du tout ça là, qui est en question, mais c'est sûr que c'est ça. La gentillesse n'est pas une preuve. Puis cette personne qui nous fait part de ses résultats, ben, est-ce qu'elle parle aussi de ses difficultés ou de ses embûches ou justement, est-ce qu'il y a un retour après aussi sur l'expérience? Ça, il y a tout ça des fois qui est occulté. On met le meilleur de l'avant. Et finalement, un influenceur beau et mince qui nous explique les secrets de sa perte de poids et qui nous propose un rabais sur ses produits. Ah, ça, moi, je sais pas pour vous autres, mais j'en vois, je veux pas dire tous les jours, mais au moins toutes les semaines en publicité sur Internet, là. Ben, moi, c'est sûr, je vois des Monsieur Muscle, là, qui je sais pas pourquoi, j'ai jamais cliqué là-dessus, en plus, là, donc, je sais pas pourquoi c'est ça qu'on me montre, là. T'es un homme, Puis, t'as été ciblé dans le nouveau standard. Je suis ciblé, là, j'ai acheté des pantalons maintenant, probablement, qui ont fait, lui, c'est un gars, là, fait que, mais c'est ça, donc, il nous vend sa perte de poids, sa façon de créer des muscles, la façon de sa diète à lui et ses produits qu'il vend. En fait, ses suppléments alimentaires qu'il vend, évidemment, sont naturels. Puis, ben, ça revient à tous les arguments fallacieux qu'on a parlé tantôt, là. Oui, puis son apparence, elle est probablement influencée par d'autres facteurs que ces fameux produits-là ou que son alimentation. C'est l'aspect génétique. Je pense que notre figure, notre corps est influencé pas mal plus par la génétique que par un petit pot de pilule ou par des poudres. Donc ça, je pense que c'est une chose à garder en tête. Puis déjà aussi le fait qu'ils vendent quelque chose, ben ça aussi, ça met une petite puce à l'oreille là, que il y a peut-être un intérêt à nous vendre et à nous faire ces promesses. Tout à fait. Je trouve ça bizarre. Parenthèse, toutes les pubs que je vois de même, les gars sont tout le temps en bédaine. Tout le temps. Il n'y en a pas un qui a un T-shirt. Non, ils sont en bédaine puis ils nous vendent son produit. Ils vendent le six-pack. Oui, ils vendent le six-pack. Pourquoi on a une pub comme ça? En tout cas, c'était une parenthèse. C'est vrai. Premier d'abdos rouge, quand on voit trop d'abdos, ça enlève la crédibilité. Plus on voit d'abdos, moins il y a de diplôme. Ça, je sais pas. J'ai fait une joke, là. Je sais pas sûr. C'est pas évident parce que justement, tous ces petits drapeaux-là, nous, on les soulève. On est quand même experts dans le domaine de la nutrition, toi, justement, dans tous les arguments fallacieux, les biais. Mais c'est pas évident quand c'est pas notre domaine de savoir, justement, reconnaître ces drapeaux rouges-là. On s'en parlait tantôt, tu sais, nous, si c'est dans un domaine qui sort de la nutrition, des fois, on se fait aussi avoir par ces arguments-là. Fait qu'on va parler justement de ça, tu sais, comment on fait pour reconnaître des experts parce que il y a beaucoup de pseudo-experts sur les réseaux sociaux. On a parlé à quel point leur charisme, leurs arguments peuvent être convaincants, mais qui ont vraiment pas d'expertise crédible dans ce domaine-là. Fait que comment on ferait pour reconnaître finalement les vrais experts? Mais quand on veut parler de nutrition, ce sont les nutritionnistes diététistes. Donc, ce sont les deux mots-clés à retenir, diététiste et nutritionniste. Mais des fois, c'est diététiste, nutritionniste, mais ce sont les deux termes à retenir. Ça, je pense que c'est... S'il y a une chose à se rappeler pour reconnaître un expert en nutrition, c'est celui-là. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment, comment dire... Une panoplie de pseudo-experts qui vont des influenceurs quelconques qui vont nous vendre peu importe, qui vont nous dire des choses. De bonne foi, des fois, là, je veux dire, il y en a qui sont de bonne foi. Dans mon livre, Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, j'ai une douzaine de façons, de techniques pour être en mesure de distinguer un expert d'un pseudo-expert. Ça marche même juste pour vérifier si la personne devant nous dit la vérité ou non. Tu as mentionné, dans le fond, le diplôme, c'est la reconnaissance. Donc, dans le fond, c'est mieux d'écouter ceux qui ont un diplôme dans le domaine que ceux qui n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'en ont pas, ils ne s'y connaissent pas, mais si on a le choix, surtout en nutrition, par exemple, c'est plusieurs années d'études universitaires, ben, si on a le choix d'écouter l'un ou l'autre, c'est mieux d'écouter ceux qui ont le diplôme. Numéro 1. Numéro 2, la comparaison. C'est s'il y a un expert dans le domaine, il doit y avoir d'autres experts dans le domaine. Parce que ça se peut qu'il y en a qui se trompent, mais qu'est-ce que la majorité vont dire? Tu sais, si, admettons, il y a, là, je vais dire nutritionniste, mais admettons, il y a un nutritionniste qui nous donne un conseil. S'il y en a 10 autres qui nous donnent un autre conseil, ben, peut-être qu'elle n'a pas raison nécessairement. Tu sais, ça peut arriver des erreurs, là, c'est ce qui est normal. Là. Donc, ça, c'est une autre chose. On a parlé aussi de l'intérêt. Tu sais, si, admettons, la personne nous vend un produit, elle a un intérêt à nous parler. Donc, nécessairement,
elle est biaisée. Elle veut nous vendre le produit. Donc, elle peut utiliser des arguments fallacieux et tout ça. Donc, si la personne a un intérêt, elle se doit de le déclarer. Je me rappelle d'un porte-parole d'une compagnie qui disait « Ah, moi, j'ai aucun intérêt à vous dire ça. » Mais t'es le porte-parole. Si ton produit se vend bien, ton salaire va juste augmenter. Donc, tu as un intérêt. Je suis désolé, mais tu as un intérêt. Donc, c'est bien. S'il présente, s'il est transparent, on voit ça dans des congrès scientifiques, voici mes intérêts, je fais partie de telle compagnie, nous avons fait telle étude, bien, au moins, il le déclare. Donc, on va déjà être un petit peu plus sceptique face aux résultats, mais au moins, il le déclare. Il y a aussi les antécédents. Tu sais, l'expert, OK, il se présente comme un expert. Parfait. Un expert qui a 20 ans d'expérience. OK, qu'est-ce qu'il a fait dans ces 20 ans? Et on est capable de reculer en arrière. Y a-tu vraiment 20 ans? Il doit avoir fait quelque chose en 20 ans. Il peut pas avoir rien fait. Là. Donc, il y a des choses puis surtout aujourd'hui, avec Internet et, mettons, juste LinkedIn, on est capable de voir quasiment le CV des gens. Puis même, il y a des compagnies, on est capable de voir des avis Google ou des petites affaires de rien, mais qui peuvent, faut pas prendre ça dans l'absolu, mais qui peuvent donner certaines idées, certains points. Là. On peut essayer de compter le nombre d'arguments fallacieux. Si on trouve trop d'arguments fallacieux, c'est vraiment pas bon. Un bingo des arguments fallacieux. Un bingo des arguments fallacieux. Une autre technique que j'aime bien, c'est... même si on n'est pas expert, des fois, on va avoir certaines connaissances. Donc, n'hésitons pas à aller chercher, mettons, 2-3 connaissances, qu'on va vraiment avoir connaissance. Pas juste une croyance, mais des connaissances, et poser la question au pseudo-expert, ou à l'expert, là, dépendamment, on ne sait pas si c'en est un ou pas, mais des questions que nous avons la réponse, que nous connaissons la réponse, juste pour voir s'il ne se trompe pas. Ça se peut qu'on ait fait une erreur, mais mettons vraiment qu'on a vraiment cherché fort, puis qu'on a demandé même à d'autres experts, en quelque sorte, posons une question auquel nous connaissons les réponses. Si, admettons, je demande à un mécanicien de voiture qui me pointe une table et qui me dit que c'est une voiture, je suis capable de me dire que c'est pas une voiture. Donc, tu sais, si en nutrition, je suis capable de me dire, OK, je vais lire, mettons, je sais pas, quelque chose, je vais dire une étude scientifique, mais la plupart des gens vont pas nécessairement le faire, là, mais si on parle à certains nutritionnistes, puis on a un bémol face à une autre nutritionniste, mais on peut demander une connaissance de l'un pour tester l'autre. Et justement, cette petite connaissance-là, ben, s'il ne répond pas bien, là, on va être un petit peu plus sceptique face à cette personne-là. Une autre chose, l'humilité. Il faut que la personne qui se présente, il ne faut pas qu'elle ait la réponse à tout. Il faut qu'elle soit capable de répondre « je ne sais pas ». Il faut qu'elle soit capable de répondre qu'elle a une limite à son domaine d'expertise. Puis ça vient aussi avec le discours, comment qu'il se présente. C'est quoi ses titres? Puis même, c'est quoi ses titres, mais est-ce qu'il mentionne ses titres avant de nous dire une affirmation? Tu sais, on a parlé de l'argument d'autorité, là, mais quand je vois des influenceurs qui, justement, mentionnent « Ah, j'ai 20 ans d'expérience là-dedans », autorité. Pour moi, la science, c'est important. Argument d'autorité ou même en fumage un petit peu. Il va mentionner des concepts pour appuyer ses dires. Mais en fait, tous ces concepts-là, c'est aucunement des preuves. C'est un peu spécial à se dire, là. Mais tu sais, un astrophysicien n'a pas besoin de rappeler aux gens qu'il est astrophysicien à chaque phrase. Il n'a même pas besoin de le dire. Il va juste nous parler des étoiles et tout. Mais si quelqu'un a besoin de mentionner ses titres avant d'affirmer quelque chose, c'est pas bon signe. C'est malheureusement pas bon signe. Puis sur Internet, il y en a beaucoup. Puis si j'en avais une, ben celle-là est plus compliquée, mais je dirais que c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est la méthodologie. C'est qu'est-ce que l'expert ou le pseudo-expert a utilisé pour vérifier que ce que lui mentionne est vrai. S'il a vraiment utilisé la science et il est capable de nous montrer des études publiées dans des journaux scientifiques indépendants, là, on va peut-être changer d'avis, même moi, pour dire, OK, telle diète, peut-être ça pourrait fonctionner, tout ça, mais je crois que c'est encore très... je vais y souhaiter bonne chance, là, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Là. Ouais. C'est pas comme mesurer la taille d'une planète, disons, là, ce qui est un petit peu plus précis qu'une diète, que d'autres facteurs. Là. Mais dans le sens que si cette méthodologie-là est adéquate, parce que la méthodologie, on parlait, si c'est des témoignages... Malheureusement, ça marche pas. Argument d'autorité plus témoignage, ça marche pas. Anecdote personnelle, désolé, ça fonctionne pas. S'il utilise la science avec des méta-analyses gigantesques, là, on va se dire, OK, là, on commence à jaser. Mais s'il n'est pas capable de nous présenter des fortes études scientifiques gigantesques, je suis désolé, là, mais sa méthodologie n'est pas adéquate. C'est important de le dire parce que parfois, la preuve scientifique n'est pas convaincante. Non, on peut exact. faire dire ce qu'on veut aux études, malheureusement, dans le sens où si je fais ma recherche dans PubMed, là, qui est un moteur de recherche pour des études scientifiques, puis que j'ai une idée en tête de quelque chose que je veux prouver,
je peux trouver une étude qui va le dire, mais ça peut être une étude sur un petit échantillon qui n'a pas été fait longtemps, que la méthodologie va peut-être être remise en cause, mais que si je veux valider avec des méta-analyses, donc un regroupement d'études pour confirmer un point, j'aurai pas cette confirmation-là. Puis ça, parfois, en nutrition, on le voit, de dire, il y a une étude qui appuie telle affaire. Oui, mais mon étude date de 1974, ça compte-tu? Mon étude a été faite sur 3 souris, ça compte-tu? Mon étude a été faite sur une autre circonstance qui n'a pas rapport avec ce dont je parle, mais ça donne un beau résultat. Fait que même des fois, le mot, il y a eu des études scientifiques, Colin, exactement. En fait, c'est du cherry picking de juste dire. Là, un bon exemple, c'est le café. Vous connaissez clairement plus ça que moi, mais je me rappelle d'avoir vu des études autant positives que négatives. Dans certains cas, le café est telle affaire. Tu sais, le café et la crise du cœur. Est-ce que ça augmente ou ça diminue? Est-ce que... Là, je dis n'importe quoi, là, mais j'avais tellement vu de choses sur le café, positives ou négatives, que finalement, on se dit, coudonc, c'est quoi cette affaire-là? Mais juste pour en venir, pourquoi certaines personnes vont pouvoir dire qu'on peut dire n'importe quoi avec les études? En épistémologie, j'apprends à comment lire un article scientifique, mais c'est que, admettons, on a un chercheur, qu'il y a 100 patients, puis il teste un produit, allons-y pour une diète. Et là, la diète n'a pas fonctionné pour, mettons, 50 personnes. Elle a fonctionné pour 30 personnes, puis il y a 20 personnes que ça a augmenté leur poids, mettons. Donc, ça a vraiment été pas bon. Ben, il peut en conclure que ça a fonctionné pour 30 personnes, mais c'est pas une bonne présentation, c'est pas une bonne conclusion. Sa vraie bonne conclusion, c'est il y a 50 que ça n'a rien fait, il y en a 30 que ça a fonctionné, puis il y en a 20 que ça a été pire. Ça, c'est sa vraie conclusion, puis il devrait dire, ben finalement, on se rend compte que c'est pas nécessairement significatif. Donc, c'est un peu avec ce qu'on dit, on peut dire n'importe quoi avec les études. Il faut faire attention aussi, quand c'est présenté sur Internet ou dans des médias sociaux, même les médias traditionnels, certains vont prendre une phrase dans une étude et vont en faire une page titre. Mais il y a toute une interprétation de l'étude à faire. Tu viens de dire, justement, ça a-tu été fait sur 3 souris? Et si ça a été fait sur 3 souris versus 5 millions de personnes, l'étude n'a pas le même poids. Donc, j'ajouterais ça. Oui, puis en sciences de la nutrition, les nutritionnistes, on va nuancer. C'est rare, très rare, qu'ils vont être ça va être des messages noirs ou blancs, puis sensationnalistes. Et il y a toujours des nuances en nutrition. C'est une science qui évolue. Ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être que la science va nous dire qu'il y a des petites nuances qui vont changer la donne dans 1 mois, dans 2 ans. Donc, les connaissances évoluent. Et ça, en nutrition, les professionnels de la nutrition vont les avoir, ces messages qui vont peser le pour, le contre, amener les 2 côtés de la médaille, nuancer là où il le faut, alors qu'il y a d'autres pseudo-experts qui vont être beaucoup plus radicaux dans leur façon d'amener les informations, et ça, c'est un drapeau rouge. Ouais. Puis en même temps, je pense que les gens, des fois, ils cherchent tellement la solution, la réponse, que quand il y a trop de nuances, ça revient à aussi, tu sais, reprendre le contrôle soi-même sur ces changements, essayer de décider ce qui est le mieux ou moins bon pour nous. Puis on aime ça, des fois, avoir une recette toute faite. Fait que même si on cherche ça, puis je pense que des fois, c'est ça aussi, tu sais, la différence entre les arguments des vrais experts, ça va être beaucoup plus dans la nuance, ça va être dans la personnalisation, ça va être dans le long terme, ça promettra pas des résultats rapides et durables, alors que l'industrie, oui, le fait. Puis des fois, on cherche tellement à avoir cette réponse-là de facilité, de garantie, que c'est tentant d'y aller, mais il faut vraiment se rappeler que si les diètes avaient vraiment fonctionné, à la quantité de diètes qu'il y a eu, à la quantité de gens qui en ont fait, ben on n'aurait plus besoin d'en refaire encore et encore. Donc, il faut vraiment revenir à ça, puis aux impacts négatifs que ça peut avoir aussi, là, même si on essaye de faire ça pour une bonne raison. Puis justement, tu sais, souvent, les gens peuvent vouloir suivre une diète pour justement maigrir ou sentir qu'ils vont être mieux dans leur peau ou en pensant bien faire pour leur santé, mais c'est pas nécessairement là la solution, justement, si on veut bien prendre soin de notre santé physique et mentale. Fait que si, là, à force de nous avoir écoutés, on se dit, bon, OK, là, c'est vrai que dans le fond, j'ai mis beaucoup d'énergie, mais j'accepte de me dire, bon, OK, là, j'ai assez essayé, je vais essayer quelque chose de différent. Par où je peux commencer ou qu'est-ce que je peux me dire si finalement je veux prendre soin de moi puis essayer de me détacher un peu de cette habitude-là que j'ai de faire des diètes. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de devenir un peu plus gentil avec notre corps et de le regarder avec un œil différent. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne dans mon entourage, moi, qui m'aime parce que je suis belle ou je suis brune ou je suis grande. Tu sais, je suis pas grande. Mais il n'y a pas personne qui m'aime pas parce que, justement, je suis pas grande. Fait qu'il y a l'amour que je vais recevoir dépend pas de mon visage ou de mon poids ou de peu importe. Puis ça, c'est vrai pour
tout le monde. Fait que ça, déjà ça, là, pourquoi mes enfants m'aiment, pourquoi mes amis m'aiment, il y a personne qui va répondre parce que t'es mince ou je t'aime pas parce que tu vis dans un corps gros. Fait que ça, je pense que c'est une chose de se rappeler notre valeur là, pour les gens qui comptent pour nous, elle passe pas par l'apparence. Puis deuxièmement, moi-même, mon regard sur mon corps, pourquoi je l'aimerais, mon corps? Qu'est-ce qu'il m'offre? Quelles possibilités il m'offre? Tu sais, moi, j'ai été enceinte, j'ai eu des enfants. C'est super. Mon corps en a subi des conséquences et c'est parfait parce que j'ai eu ce bonheur-là d'avoir des enfants. Fait que ça me le rappelle. Puis même au quotidien, pourquoi j'ai des jambes qui sont musclées puis que j'ai peut-être des cuisses plus grosses que, je sais pas, la moyenne? Bien, c'est parce que je suis capable d'aller courir puis Colin, que j'ai du fun à aller courir puis j'aime ça puis ça me fait me sentir forte puis bien dans ma peau. Puis fait que me rappeler puis morceau de corps par morceau de corps, pourquoi je l'aime. Tu sais, mes joues, ma bouche, elle donne des bisous, elle reçoit des bisous. Tu sais, c'est un peu des messages qu'on transmet aux enfants aussi, tu sais, dès la petite enfance. Tu sais, Andréane, pour transmettre déjà cette estime d'eux-mêmes face à leur corps. Fait que mon corps, il me permet plein de choses, de vivre plein de belles émotions, de beaux moments. Et ça, je pense que pour soi-même, c'est important d'avoir cet amour, cette indulgence, puis de se revoir soit comme un ami. Tu sais, des fois, on dirait qu'on est plus doux envers d'autres personnes qu'envers soi-même ou envers la version enfant de nous-mêmes. Oui. Ça, c'est puissant aussi. Tu sais, qu'est-ce que la petite Stéphanie, qu'est-ce que la petite Andréane, qu'est-ce que le petit Anthony aurait aimé recevoir comme message puis comme amour? Ça, je pense que des fois, ça fait craquer. Ouais. C'est vrai. Puis des fois, peut-être de ne pas viser, tu sais, on peut aimer notre corps, puis justement, comme tu dis, d'aller tout vers la fonctionnalité, ce que notre corps nous permet d'accomplir. Mais des fois, on n'est pas obligé non plus de viser à aimer tout notre corps. Puis c'est correct que l'appréciation de notre corps fluctue aussi au fil de la vie, au fil des jours, mais de reconnaître que c'est grâce à lui quand même qu'on est capable de vivre notre vie puis de faire les choses qu'on aime, qui nous font sentir bien, puis qui nous accomplissent, puis d'en prendre soin dans cette optique-là aussi, tu sais, parce que si on est toujours en train d'essayer de le contrôler pour le priver, pour lui donner moins de calories, pour le restreindre, puis qu'on s'accorde de la valeur juste une fois qu'on va avoir atteint le chiffre qu'on veut sur la balance qui risque de pas arriver, ça, c'est dur, mais tu sais, juste de dire, mon corps, je me permets de vivre ma vie, j'essaie de l'accepter comme ça, même si je l'aime pas nécessairement. Peut-être que l'amour viendra, peut-être que non, mais avec de la douceur, je pense que c'est des bons conseils que tu apportes. Puis au niveau des habitudes de vie ou de l'alimentation, de l'activité physique, qu'est-ce qu'on devrait viser finalement si on vise pas les règles strictes des diètes? Bien, selon les changements qu'on veut faire, parce que parfois, il y a quand même de l'amélioration à apporter, il y a toujours la méthode des petits pas. C'est quoi les objectifs que j'aimerais atteindre? Mais par quoi j'ai envie de commencer? Qu'est-ce qui s'insère le mieux dans mon quotidien? Est-ce que c'est d'aller marcher? Est-ce que c'est d'aller jouer dehors avec les enfants? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche avec une amie qui va me faire bouger? Et souvent, on se rend compte qu'en se posant ces questions-là, bien, la réponse va venir aussi avec qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je peux associer comme émotion positive avec ce que j'ai envie de changer? Ça, je pense que c'est super important pour que ça dure parce que là, on va associer cette activité-là non pas à un objectif de perte de poids ou de contrôle de poids, mais d'émotions que je vais ressentir en le faisant. Et c'est beaucoup plus porteur. Fait que ça, c'est une chose importante. Ça serait vrai pour l'activité physique. Puis je suis pas une experte d'activité physique, mais ça fait partie des saines habitudes de vie. Puis en alimentation, en fait, on a trop tendance à faire, à séparer, à catégoriser des bons et des mauvais aliments. Et ça nous fait moins bien apprécier les fruits, les légumes, puis le tofu, disons. Puis ça nous fait avoir une attirance peut-être démesurée vers les biscuits, la crème glacée, puis les chips. Alors que si on est capable d'appeler les aliments pour ce qu'ils sont, des chips, c'est des chips. C'est pas une cochonnerie, c'est pas une gâterie, c'est pas une tricherie. Puis du brocoli, c'est pas juste un aliment santé, c'est un aliment qui amène de la couleur du croquant puis qui peut tellement être bien apprêté. Donc, d'amener une certaine neutralité face aux aliments, de se dire, OK, là, je vais plus appeler, il y aura plus d'aliments qui vont être des récompenses, il y a plus des aliments qui vont amener une culpabilité pour que le plaisir puisse se réinstaller avec tous les aliments. Ça peut être aussi bon manger une soupe aux légumes que manger un gâteau au chocolat. Dépendamment de ce que j'ai envie, de l'ambiance, de ce que je partage, de la température dehors, chaque aliment peut avoir sa place et on peut avoir du plaisir à manger chaque aliment. Puis ça, je sais que c'est quelque chose qui est un nœud qui est difficile à défaire quand tellement longtemps, on a catégorisé des aliments comme étant bons ou mauvais.
permettre, entre guillemets, d'apprécier des aliments, juste d'apprécier le biscuit que je suis en train de manger sans me dire, il va falloir que j'aille marcher pour dépenser ces calories-là. Ça, juste de revenir à, c'est un aliment que j'ai envie de manger, que j'ai le droit de manger, que j'ai le droit d'apprécier, et that's it, on passe à autre chose après. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être très porteur aussi, encore une fois, je vais le dire, pour la suite, parce que ça vient changer comme la raison d'être de... Mais la société nous force quasiment, tu sais, le dessert, c'est comme une récompense. C'est un peu spécial. C'est vraiment, moi qui ne s'y connais pas en nutrition, là, on dirait vraiment que le dessert ou la collation, c'est le petit quelque chose qu'on se dit, ah oui, je vais avoir cette récompense-là parce que en tout cas, moi, quand j'étais enfant, là, tu manges toute ton assiette, tu peux avoir autre chose après. Oui, on travaille beaucoup là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on dirait que même la société, nos croyances culturelles de nutrition, si je pourrais dire, je dirais plus de nourriture, parce que c'est pas de la nutrition, mais de se dire qu'il y a quelque chose qui a des récompenses, je pense que c'est bien justement d'amener un petit affaire de neutralité. Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Ben oui, j'aurais plus le goût de prendre une soupe en ressortant de dehors à moins 40 que de prendre un gâteau au chocolat ou de la crème glacée en hiver. Là. Mais enfin, c'est une petite parenthèse. Oui. Mais c'est important de dire aussi que oui, quand on est adulte, des fois, il y a des idées qui sont ancrées depuis longtemps, qui sont plus difficiles à défaire. Mais si on peut le faire auprès de nos enfants, puis on a ce cheval de bataille-là aussi, Andréane, de travailler avec les enfants, puis à éduquer les parents aussi, à les sensibiliser sur ces messages qu'on envoie aux enfants. Le dessert, ce n'est pas une récompense. Puis j'ai écrit un livre sur l'alimentation des enfants, puis Caroline, que ça se fait de manière naturelle quand on l'intègre dans la vie de l'enfant et que l'enfant apprend à grandir, que tous les aliments sont permis. Le dessert, c'est pas une récompense. Si j'ai pas faim pour le dessert, j'en mange pas ou je le prendrai à la collation. Mais c'est sûr que quand on est adulte puis qu'on a à revenir en arrière sur des habitudes qui sont ancrées depuis longtemps, c'est un petit peu plus difficile. Oui, je dois l'avouer, oui. Puis d'ailleurs, les nutritionnistes sont des super bonnes ressources à consulter si jamais on sent qu'on a besoin de travailler un petit peu plus là-dessus, la relation avec la nourriture, le corps, l'alimentation. Ben, il y a plein de nutritionnistes qui peuvent nous accompagner là-dedans parce que des fois, justement, de dénouer des choses qui sont ancrées depuis longtemps en nous, ben, ça peut prendre un certain travail, mais c'est vraiment possible. Il n'y a pas d'âge pour commencer à travailler là-dessus non plus. Ou si on se rend compte des fois qu'on dit ça à notre enfant, si tu veux ton dessert, finis ton assiette, il y a des livres, il y a des balados, il y a beaucoup d'informations aussi pour les parents pour essayer de favoriser la relation positive avec la nourriture chez les enfants puis qu'ils ne rentrent pas dans cette espèce de cycle-là de diète, de calcul pour essayer de les préserver parce que c'est des bons modèles pour nous aussi, de voir leur petit plaisir à l'état pur quand ils mangent des choses qu'ils aiment. C'est des beaux modèles. Oui, c'est ça, si on pouvait retrouver l'enfant en nous aussi. Oui, exactement. L'alimentation. Avant de terminer, on a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez que les gens retiennent aujourd'hui? Développer notre pensée critique, c'est sûr. Là, donc, plus vérifier les informations. Faites comme si tous les jours de l'année étaient un 1er avril. Non, mais dans le sens que si vous voyez un influenceur, commencez à vous dire que c'est faux et vous devez essayer de prouver que ce qu'il dit est vrai plutôt que l'inverse. Plutôt que de le croire, essayez de vous dire, OK, je vais essayer de prouver que ce qu'il dit est vraiment vrai. Et là, je veux pas qu'on fasse du cherry picking pour qu'on aille chercher les informations, mais dans le sens que si on pense qu'on est un 1er avril, ben là, on va déjà être un petit peu plus sceptique face aux influenceurs et aux publicités qui vont essayer de nous vendre des diètes ou des produits naturels ou des suppléments alimentaires qui, finalement, ne fonctionnent malheureusement pas. Donc, développer la pensée critique sur tous les points de vue, je dirais là-dessus, ça ne peut que être positif. Méfiance en premier réflexe. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Je dirais ça. Puis aussi, ne vous tapez pas trop sur la tête. Ça, je pense que c'est important. On peut tous se faire avoir par cette industrie qui est tellement puissante et insidieuse et là depuis tellement longtemps que c'est pas de notre faute. Non, exact. Et l'industrie va se réajuster. Peut-être les discours aujourd'hui, il ne fonctionnera pas dans 20 ans. Et l'industrie va dire dans 20 ans, « Ah, mais oui, ça ne fonctionnait pas, mais c'est parce que là, maintenant, la nourriture a changé, on a plus d'OGM. » Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais on a changé tel type de nourriture. C'est plus les mêmes pommes, c'est plus le même type de bananes, peu importe. Là. Mais leurs discours vont changer, mais ça va être les mêmes arguments fallacieux, les mêmes biais cognitifs. Ça, c'est un avantage quand même à connaître. Ça change pas, ça changera pas vraiment. Donc, prenons la position de « haha, on vous a démasqué ». Ouais, c'est ça. Exact, ouais.
Bien, merci beaucoup. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'esprit critique, comment mieux démasquer les messages de la culture des diètes, j'ai différentes ressources aussi à proposer. D'abord, Anthony, ton livre « Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique ». Stéphanie, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Steph Côté, nutritionniste. Tu as toutes sortes de beaux contenus aussi sur tes réseaux sociaux. Il y a le site apparencetrompeuse.ca de l'Association pour la santé publique du Québec qui est intéressant aussi et qui vise à déconstruire les fausses promesses de l'industrie de la minceur et à protéger la santé et le bien-être. Il y a aussi un compte sur Facebook et Instagram qui s'appelle Apparence Trompeuse au pluriel. Donc, encore une fois, beaucoup de contenu pour démasquer, porter plainte contre les promesses frauduleuses de l'industrie. Et il y a aussi le site web sciencepresse.qc.ca qui propose toutes sortes de contenus pour lutter contre la désinformation très large. Là, c'est pas nécessairement juste en lien avec les diètes, la nutrition, mais il y a du contenu qui peut nous aider aussi là-dessus à développer notre esprit critique. Alors, merci beaucoup pour ces échanges très instructifs qui vont nous apprendre à se méfier et à être aussi bienveillants envers nous. J'espère que les discussions qu'on a eues aujourd'hui vont vous aider à vous sentir d'attaque pour distinguer le vrai du faux, mais surtout pour vous sentir moins coupable quand une diète fonctionne pas et peut-être même vous sentir moins coupable si vous avez envie d'y croire encore parce qu'on voit à quel point c'est quelque chose qui est bien ancré. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado.